Bien, on va commencer. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Juste 3-4 petits points techniques habituels. Vous pensez à fermer vos portables, s'il vous plaît. On est enregistré, c'est en direct sur YouTube. Donc les orateurs sont priés de venir un peu à ma place, là, ici au milieu. Il y a les deux caméras qui sont là. Et on a un programme qui est assez chargé. On va développer ça petit à petit. Tout d'abord, un mot d'accueil de notre président muséum, Bruno David. Merci. Écoutez, c'est très réjouissant de vous voir aussi nombreux. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai une voix un peu bizarre ce matin. Je suis testé, je vous rassure. Je suis négatif Covid, mais j'ai un rhume. Ça arrive. Écoutez, je suis très heureux d'abord pour vous saluer. Chère Hélène Pesquine, vous êtes la secrétaire permanente du PUCA, donc pour le plan urbanisme, construction, architecture, si on m'a bien transmis les bonnes informations. Je suis très heureux également de saluer la présence de l'OFB à travers la personne de Bénédicte Ojard, et puis bien sûr, monsieur le président du conseil scientifique de Beaume, cher Philippe, ravi de te retrouver ce matin. Donc, chers collègues, chers amis, bien sûr, vous êtes ici dans un lieu symbolique du muséum, cet amphithéâtre verniquet, donc du nom de l'architecte qui a fait construire, qui a fait les plans de cet amphithéâtre. Historiquement, puisqu'on parle de ville et de construction, c'est un des très rares bâtiments qui a été construit pendant la Révolution française. Les plans en avaient été tracés auparavant par l'Ancien Régime, mais c'est la Révolution qui l'a réalisé. Donc, oui, déjà, il y a des récupérations des fois d'Ancien Régime qui se retrouvent dans le Nouveau. Mais plus sérieusement par rapport à vos travaux, vous allez présenter pendant cette journée les résultats d'un programme de recherche qui s'appelle Biodiversité, aménagement urbain et morphologie pour Beaume. Il y a peut-être un jeu de mots, je ne sais pas, on va dire qu'il y en a un. Et c'est une initiative qui a été lancée en 2019 avec l'initiative du PUCA, de l'OFB et de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et il y a 6 projets qui ont été sélectionnés et dont les résultats vont être présentés aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes une casquette de scientifique et pour vous rappeler, mais vous le savez sans doute largement aussi bien que moi, que les zones anthropisées correspondent à des écosystèmes maintenant très particuliers et que depuis maintenant pas mal d'années quand même, on parle de biomes urbains. Donc les biomes, ces grandes entités écologiques. La forêt équatoriale est un biome, les récifs coralliens sont un biome. Donc ces grandes entités écologiques à très grande échelle qui structurent la biodiversité sur la planète, en tout cas dans son volet écologique, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a des biotas qui sont des structurations historiques qui sont liées notamment à la tectonique des plaques, par exemple. En tout cas, ces grands biomes existent. Et on a senti la nécessité de faire un biome urbain, de faire un biome littoral, parce que ce sont des environnements où la présence humaine est extrêmement marquée, et vraiment très nette. Donc ça justifie qu'on y consacre de l'énergie, qu'on y consacre des recherches, qu'on y consacre des études, parce que, en effet, il y a des enjeux d'importance. Et ces enjeux d'importance, il faut réfléchir dans un monde où on a des ressources qui sont structurellement limitées, parce que les ressources sont toujours limitées, où est-ce qu'on a intérêt à finalement allouer nos ressources. Et mon message est souvent, quand je fais des conférences devant des entreprises ou des décideurs de tout poil, c'est de dire allouons nos ressources là où la situation est finalement la moins bonne pour la biodiversité. Parce que c'est là que les marges de progrès sont finalement les plus importantes. Et je considère que dans le contexte des zones urbaines, on a des marges de progrès très importantes. Parce qu'on a oublié la biodiversité de ces zones urbaines, alors même qu'elle existe très largement. Elle existe à travers les sauvages de Maru, pour prendre le titre d'un livre de Nathalie Machon, professeure au muséum, sur les petites plantes qu'on peut trouver. Et c'est pas Philippe qui me contredira en disant que les plantes, c'est pas important. Mais il y a également les petits oiseaux, les chauves-souris, les insectes, et puis toute la microbiodiversité. Pascal Jean Lopez, qui est professeur au muséum, a regardé ce qui se passait dans les caniveaux de Paris et il a identifié 4700 micro-organismes eucaryotes qui vivent dans les caniveaux de Parisiens. Donc c'est vous dire la biodiversité, pour le coup, là, complètement insoupçonnée, qu'on va trouver dans ces zones urbaines. Donc il faut s'en occuper, on a des marges de progrès considérables.
Donc allons-y, retroussons les manches et faisons en sorte que cette biodiversité urbaine, ce biome urbain, finalement, soit à la fois mieux connu, mieux protégé, puisse finalement prospérer aussi, parce que c'est là où nous sommes le plus en interaction avec le reste du vivant. La plupart des populations habitent en ville ou sur le littoral. Donc pour moi, les deux biomes se rejoignent, parce que quand on parle de littoral, on parle aussi de grandes villes portuaires. Donc bien sûr, on est dans ce contexte-là. Donc c'est le moment de le faire. Pour toutes ces raisons, je me réjouis, scientifiques, citoyennes, je me réjouis que cette journée puisse se tenir au Muséum. Je remercie toute l'équipe organisatrice d'avoir rendu cela possible et je vous souhaite de bons travaux tout au long de cette journée magnifique. En plus, il fait un temps superbe. Si vous avez le temps de profiter un petit peu du Jardin des Plantes, vous verrez la biodiversité urbaine en pleine floraison. Voilà, merci. Merci. À tout à l'heure. Un mot d'accueil aussi de Hélène Peskin, secrétaire permanente du PUCA. Je vais te dire ce que c'est PUCA, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je m'étonnerais. Merci, encore un grand merci au président du Muséum pour son accueil et dans ce très bel amphi. Merci Philippe Clergeau de ta fidélité à ce programme en tant que directeur scientifique et merci évidemment à l'Office français pour la biodiversité qui a été un partenaire de la première heure sur ce programme BAUME. Alors Bruno Latour nous dit qu'il faut connaître à la fois le territoire où l'on vit et le territoire dont on vit. Et je pense que la situation actuelle en Ukraine nous le rappelle durement. Évidemment, les premières victimes, ce sont les Ukrainiens, sans aucun doute, et on a tous une pensée pour eux, mais on a aussi des effets économiques, macroéconomiques, géopolitiques sur l'approvisionnement et donc les ressources. Et le fait de se replonger un peu, cette fois aujourd'hui, à l'échelle de notre territoire très proche, dans ce dont on vit, ça me semble, là encore, une question d'actualité extrêmement importante. Le PUCA, tu me disais, qu'est-ce que c'est que le PUCA? Alors, le plan urbanisme, construction, architecture, c'est une plateforme de recherche et d'expérimentation publique, interministérielle. Et notre métier, et on a essayé de le faire valoir, là encore, avec ce programme partenarial, c'est de mettre en relation les acteurs de la ville, notamment de la construction, mais aussi plus largement des territoires, publics et privés, avec le monde de la recherche. Alors, on est plutôt orienté sciences humaines et sociales, d'où les références à des sociologues ou des philosophes, mais on est très intéressé, de plus en plus d'ailleurs, sur ces sujets environnementaux et climatiques, à faire croiser les regards des scientifiques du vivant, des scientifiques aussi des techniques, de l'ingénieur et des sciences sociales et des sciences humaines, qui sont aussi une autre manière d'observer, de mesurer différemment, de commenter, de raconter finalement ce qui se joue dans l'espace vécu, qu'il soit un espace urbain ou un espace plus rural. C'est tout à fait l'esprit de ce programme BAUME, si on veut, que d'avoir essayé ce mélange de cultures. Alors là, avec peut-être une dimension supplémentaire qui est celle que dans les équipes de recherche, comme vous le verrez, on croise déjà deux cultures scientifiques, celle des sciences du vivant et celle des urbanistes, des sciences de la ville, avec, on l'a constaté sur la première année de recherche, parfois des difficultés à se comprendre, des écarts et des gaps culturels qui ont été pas difficiles à combler, parce que je crois qu'il y avait une vraie curiosité des uns vers les autres, mais parfois une difficulté à se comprendre. Et on verra comment, en 18 mois maintenant, ces recherches ont pu faire évoluer un petit peu, faire converger ces chemins de réflexion et de pensée. Et je pense que c'est de toute façon ce qui nous attend tous, professionnels de la ville comme milieu académique, de mieux s'écouter et mieux se comprendre pour arriver à résoudre, si on peut, ou en tout cas essayer de se confronter aux défis du siècle, qui sont notamment ces défis du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Mais il faut aussi, bien entendu, et je ne l'oublie pas, répondre aux défis de l'accueil, arriver à construire, réussir à développer nos territoires urbains, à permettre à chacun de trouver son emploi à proximité, de limiter ses émissions aussi de polluants et de gaz à effet de serre. Et donc, cette conciliation qui fait un peu le thème de notre rencontre d'aujourd'hui entre la densité, le développement urbain, la construction notamment, en tout cas la revitalisation des espaces urbains et la préservation de sols vivants, c'est une question assez épineuse que d'aucuns pensent insolvable, irrésoluble. Parce que on a l'impression d'une injonction contradictoire absolue. Et il se trouve que le débat du moment autour du zéro artificialisation nette, que les plus urbanistes d'entre vous doivent avoir un peu en tête, va accentuer encore cette tension entre une aspiration qui s'est plutôt développée
ces derniers mois avec le confinement, à vivre plus près du sol vivant, à vivre dans un paysage naturel, à vivre avec un espace de nature, ou en tout cas de ressenti comme plus proche de la nature, et la nécessité de limiter encore plus fortement l'érosion, l'artificialisation des sols pose effectivement des questions de forme urbaine, de développement, de conception, qui sont au cœur du programme BAUM, et on est donc très content d'avoir eu l'opportunité il y a 2 ans maintenant de le lancer avec les bons partenaires, ceux qui connaissent les sols, les scientifiques du muséum, l'Office français pour la biodiversité, et puis un certain nombre de laboratoires de recherche dans les écoles d'architecture, des instituts d'urbanisme, qui vont aujourd'hui présenter l'avancement de leurs travaux. C'est des travaux qui sont, comme souvent avec les programmes de recherche du PUCA, très situés. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est que les terrains, comme on les appelle dans le jargon scientifique, les terrains de recherche s'expriment aussi. Et en fait, les collectivités locales, qui sont donc les sujets, si on peut dire, les terrains sujets de ces différentes recherches, à Toulouse, à Strasbourg, à Dijon, à Aix-en-Provence, sont partie prenante de la recherche. Et au fil de l'eau, et on l'a vu au fil des restitutions provisoires de ces travaux, très impliqués finalement à la fois dans la pédagogie vis-à-vis des habitants sur ces questions, dans la compréhension de ce que ça change pour leur propre structure. Dans les directions de la biodiversité, je pense à celle de Dijon par exemple, la question posée par le programme BAUM a permis de repenser un petit peu la manière dont les services devaient gérer, devaient s'approprier ces questions d'articulation entre ville et nature. Et donc on a des micro-écosystèmes, si on peut dire, socio-économiques qui se créent autour de ces programmes de recherche. Et tout l'enjeu des journées comme celle d'aujourd'hui, c'est d'arriver à diffuser ce qu'on y apprend, en partant du petit, du terrain, du concret, d'une réalité connue, vécue, pour essayer de monter en généralité et si possible, et on l'espère, et ce sera vraiment l'objectif de ce programme à terme, donner des clés pour agir évidemment au monde de la conception urbaine, de la revitalisation urbaine, parce que j'aimerais dire aussi que la densification, c'est pas seulement construire plus ou couler plus de béton, la densification, c'est donner plus d'usage à des bâtiments déjà là, ou des quartiers déjà construits. C'est aussi redonner du confort d'usage à des logements vacants, c'est aussi redonner une optimisation de fonctionnement à des équipements sous-optimisés, etc. Et donc, toute cette réflexion sur comment faire la ville sur la ville, on va l'alimenter, je l'espère en tout cas, de ces travaux sur la biodiversité, qui eux ont une dimension beaucoup plus naturaliste, écologique, au sens où on mesure de l'épaisseur de sol, de la densité, richesse en espèces naturelles. Et ça, ce sont des dimensions que l'urbaniste, le concepteur, le décideur urbain ne connaît pas ou connaît très mal. Et pour finir avec Bruno Latour, il part dans son ouvrage qui s'appelle « Où atterrir » de la zone critique, cette zone qui serait en gros 20 mètres sous terre, 30 mètres au-dessus de la terre, où se concentrent tous les enjeux du fonctionnement terrestre, avec évidemment une ressource limitée en sol, mais aussi en eau, en capacité à se régénérer, et un ensemble d'intentions ou d'ambitions qui se concentrent sur ce petit espace de la zone critique. Et j'espère que BAUM nous permettra justement de passer un peu d'une planification très spatialisée et très à plat à une planification qui prend un peu cette dimension verticale de la coupe, du moins 20 mètres au plus 30 mètres du sol vivant et du sol urbain. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je pense qu'on va avoir des échanges passionnants et je m'apprête en tout cas à les écouter avec grand intérêt. Merci Hélène. Alors Loïc Oblet n'a pas pu se libérer ce matin, donc c'est Bénédicte Aujar qui est adjointe à la recherche à l'OFB qui va nous faire aussi un petit point d'accueil. Merci beaucoup. Merci d'abord aussi au PUCA de nous avoir embarqués dans cette aventure. Merci à tous aussi de venir pour écouter ce programme. Quelques mots sur l'OFB et son intérêt à contribuer à cette dynamique. Il y a plusieurs raisons qui nous ont attirés. D'abord, à l'époque, on venait juste d'être l'Agence française de la biodiversité. C'était vraiment la création en 2017
de cette agence, et avec des acteurs qui étaient plutôt tournés vers le milieu rural, on va dire, voilà, les milieux naturels, la description du vivant. Nous, à la direction de la recherche, on était aussi très impliqués sur les actions sur l'eau, et donc un petit peu le milieu vivant. Et cette biodiversité urbaine, finalement, on ne l'avait pas vraiment investiguée. Donc, c'était une belle opportunité pour nous de mettre un pied dedans. Et alors, il y a un triple intérêt aussi, c'est que dans cette dynamique-là, donc ça a été dit, c'est l'interdisciplinarité et le fait de faire dialoguer des acteurs qui ne se rencontrent pas forcément. Alors pour la biodiversité, c'est particulièrement important parce que certes, on pourrait parler entre écologues pendant assez longtemps pour essayer de comprendre la complexité du vivant. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais si on veut favoriser la biodiversité dans notre société, la préserver mieux, voire la restaurer, il faut absolument qu'on parle aussi aux hommes, à la société, aux humains, la façon dont ils sont organisés, les différentes filières qui ont chacune leur impact, positif ou négatif. Donc on se rapproche du monde de l'agriculture, on se rapproche du monde des forestiers, on se rapproche du monde des urbanistes notamment. Et ça, c'est vrai que c'est une dynamique qu'on a créée avec vous, donc on en est vraiment très contents. Et c'est assez clé pour mobiliser la société en faveur de la biodiversité. La deuxième plus-value, c'est aussi cette interdisciplinarité avec le monde de la société, c'est-à-dire que là, il y a à la fois des scientifiques et des collectivités. Donc, on a aussi à cœur que la science puisse irriguer les décisions publiques. Par exemple, alors décision publique, décision privée aussi, mais là en l'occurrence c'est plutôt les collectivités. Et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on porte fortement à l'Office français de la biodiversité. On a même une direction générale déléguée qui s'appelle Mobilisation de la société et qui a pour objectif du coup de promouvoir la biodiversité au sein des collectivités, et toutes ces actions de recherche permettront d'avoir des arguments, d'avoir des exemples, d'avoir des retours d'expérience sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre d'urbanisme, par exemple, pour la biodiversité. Voilà, et le troisième point qui nous tenait aussi à cœur, c'était de faire le lien pour la suite. Et se dire finalement, on va développer un certain nombre de recherches, qu'est-ce qui se passe après? Et voilà, donc pour votre information, nous, on va creuser un petit peu le positionnement avec notre conseil scientifique sur à l'OFB, comment dans les prochaines années, quelles recherches on développe sur le milieu urbain et la biodiversité, comment on fait bouger les choses, avec quels acteurs. Donc c'est sûr que les travaux qui vont être discutés aujourd'hui vont beaucoup nous aider. Donc voilà, je souhaitais remercier un peu tout le monde. D'ailleurs, je voulais aussi citer qu'on a un projet LIFE qui s'appelle Artisan et qui parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu urbain. Alors, ce n'est pas vraiment de la recherche, mais ça va se nourrir aussi des résultats de la recherche pour essayer de promouvoir un maximum de nature en ville. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci bien pour ces points d'ouverture. Alors, je suis Philippe Clergeau, je suis professeur au Muséum d'histoire naturelle, émérite maintenant, et président du conseil scientifique de Beaume. Je ne vais pas faire une grande introduction parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. On avait déjà soulevé beaucoup de questions lors de notre toute première rencontre. Quand même, Beaume s'inscrit dans les grandes questions scientifiques, donc on a bien insisté sur l'objectif de Beaume qui était bien de regrouper ces connaissances, ces recherches à venir ou en cours avec la pratique, l'opérationnalité de la construction, notamment. Je vais, juste pour mémoire, soulever quand même quelques questions scientifiques qui me semblent aujourd'hui un peu nouvelles, qu'on n'avait peut-être pas vues d'emblée tout de suite. La première, c'est pour souligner qu'on a un vrai objectif, c'est de sortir de la notion de nature en ville, qui pour nous scientifiques maintenant est largement dépassée, c'est un peu simpliste. Il fallait qu'on passe par là, parce que bien sûr qu'il nous fallait avoir des données floristiques, faunistiques ou autres, bien évidemment, mais aujourd'hui, nous scientifiques qui travaillons sur ces sujets-là, c'est les notions de fonctionnement qui nous intéressent. C'est comment est-ce que cette biodiversité se crée. Je ne vais pas reprendre les mots qui ont été dits précédemment. Vous avez compris qu'on est un peu sur un néo-écosystème, quelque chose d'un peu nouveau.
comment ça se fonctionne et comment ça peut exister. Et tous les écrits qu'on a en ce moment, que ce soit moi ou mes étudiants, sur ces sujets-là, c'est vrai on essaie d'expliquer que la végétalisation est indispensable à notre survie en ville, c'est elle qui nous fournit des services, mais il faut qu'on passe à la biodiversité qui, elle, est durable. Les paysages urbains tels qu'on les fait encore aujourd'hui ne sont pas durables parce qu'on va chercher quelques espèces exotiques qui sont très performantes, mais qu'il faut remplacer régulièrement, qui sont sensibles aux maladies, beaucoup de monoculture, etc. Je ne développe pas, tout ça on l'a expliqué dans nos écrits, dans nos bouquins. C'est des points assez importants et qui nous poussent et qui vont pousser les différents programmes qui vont être présentés tout à l'heure à aller beaucoup plus loin que simplement dire là j'ai telle espèce ou là j'ai pas telle espèce. Voilà. Alors, il y a des questions un peu, alors j'allais dire théoriques ou académiques, mais qui aujourd'hui ont un impact et un retour important sur notre société. C'est des questions de société qui sont émergentes. La première qui me vient à l'esprit, c'est le ZAN. Vous avez entendu parler du zéro artificialisation nette, qui est une question très compliquée. Les ministères ont essayé de faire, à travers la loi climat et résilience, quelques approches un peu compliqué, donc les scientifiques sont un peu réservés parce qu'on a des problèmes de définition, on a des problèmes d'indicateurs, on a des problèmes de contextualisation, de territorialisation. Mais ce ZAN qui était surtout pour comprendre, pour freiner un peu l'étalement urbain, maintenant interroge non seulement l'agriculture périurbaine, mais aussi la construction de la ville, c'est-à-dire comment est-ce quelle forme on va donner à la ville. Et on est en plein dans notre sujet là, ça c'est clair. On a un autre point qui est encore plus académique, mais qui fait sens pour nos modélisateurs, pour nos recherches en paysage, sur nos structurations de territoire, c'est land sharing, land sparing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pour faire simple, c'est est-ce que un territoire doit mixer au maximum, partager complètement différentes fonctions de production naturelle, forestière, etc. Et dans ce cas-là, ce land sharing, c'est plutôt type bocage, pour faire simple. Hein, voilà, on a des petites parcelles qui produisent moyennement, mais avec des haies partout. Et l'autre côté, c'est land sparing, c'est-à-dire qu'on a des isolements, des grandes surfaces de culture qui produisent beaucoup, et puis des grandes surfaces naturelles, entre guillemets, qui, elles, ont beaucoup de biodiversité. Et scientifiquement, il y a des arguments pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, où on va beaucoup moins sur les notions de pesticides ou autres, voilà, aujourd'hui, même les grandes surfaces agricoles ont des intérêts pour certaines espèces très spécialisées. Donc on a un vrai questionnement. Alors, vous allez me dire, ça concerne plutôt les grandes agricultures, hein, c'est une vraie question agricole. Mais la question qu'on est quelques-uns à se reposer aujourd'hui, c'est ces modèles-là qui sont un peu compliqués, hein, en plus ça, on met de l'économie là-dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des résultats, des données à travers vos travaux, vos résultats, qui vont permettre d'aller un peu plus loin sur des sujets comme ça. Voilà. Je pourrais parler donc du coup des territoires urbains de demain, mais je crois que ça a été un peu évoqué. Les problèmes des indicateurs, on en reparlera peut-être un peu à la fin, hein, qui est un vrai sujet que, en fait, toutes les équipes ont soulevé. Des questions scientifiques qui sont assez nombreuses, mais qui interrogent toutes, vous le voyez bien, aussi un territoire de pratique, un territoire de vie pour l'homme, bien évidemment. Alors, ça a été dit, l'objectif, c'est vraiment les formes urbaines et la biodiversité. Et ces formes urbaines, c'est vrai qu'on a tendance à les traiter rapidement en notion de densité, mais il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est un point central, d'où le titre un petit peu de notre réunion d'aujourd'hui. Et puis, cette échelle du quartier sur lequel moi j'insiste un peu, parce que c'est vrai que ça a été un gros débat au Conseil scientifique, hein, quelle échelle on prend pour travailler sur la ville de demain. On savait tout de suite qu'il fallait aller au-dessus de la parcelle pour pouvoir jongler, prendre en compte les contextes, etc. Mais en même temps, voilà, bien évidemment, on ne pouvait pas aussi travailler sur des grandes métropoles ou autres qui sont difficiles à aborder. Donc la notion de quartier, qui est une unité, entre guillemets, assez classique en géographie, en urbanisme, en architecture, etc., faisait sens aussi pour nous. Alors, puisque je parle du CS, le conseil scientifique, en 2 mots, c'est 18 personnes, donc avec une volonté très forte de
évidemment de mixer les compétences, urbanistes, architectes, que ce soit scientifique ou que ce soit des praticiens, des animateurs de la politique publique, j'en oublie évidemment, des sociologues, etc. Donc on est assez nombreux. On avait reçu 45 candidatures, je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit aux premières réunions. On a reçu 45 candidatures, c'est déjà beaucoup parce que c'était sur des sites avec une volonté de comparer des quartiers, je fais simple, et puis une obligation, entre guillemets, de coupler une recherche assez fondamentale, comme a dit Hélène, et puis des acteurs qui sont dans l'opérationnel, qui font la ville. Et donc, du coup, c'était un petit peu aussi cette originalité de vouloir aller plus loin que de la production de connaissances naturalistes, évidemment. Alors, aujourd'hui, on est à mi-parcours, donc il y a 6 programmes qui ont été sélectionnés, qui vont présenter. À mi-parcours, ça veut dire que les méthodologies maintenant sont assez affinées quand même. Et puis, on a déjà la plupart des relevés qui sont faits pour certaines, comme vous verrez tout à l'heure. Alors, le dernier point, c'est cette journée. Elle est organisée, je ne sais pas si je peux avoir le programme de la journée, je ne sais pas s'il est après ou pas après. Vous l'avez eu vous l'avez tous, je suppose. Donc, on a décidé de couper un petit peu les présentations de ces 6 équipes de recherche, recherche au sens large, on est d'accord, avec des échanges avec la salle, d'une part, et puis, deuxièmement, avec des points de vue de grands témoins ou vous verrez, des réflexions de gens un peu extérieurs à nos problématiques. On en reparlera tout à l'heure. Enfin bref, l'idée a été de diversifier un petit peu cette approche-là. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais quand même remercier toute l'équipe du PUCA qui a organisé, et surtout Sophie Carré, que je pense la plupart d'entre vous ont eu déjà à un moment donné ou à un autre au téléphone, et qui a œuvré complètement, et qui est la grande prêtresse de ce programme quand même. Et je voudrais que vous la remerciez, parce qu'on le refera à la fin, mais il y en a qui seront peut-être plus partis. Voilà.